m'appelle Jacques Bergès, je suis chercheur à l'UMR Agroécologie, Innovation et Territoire de Toulouse. Et avec mes collègues Sophie Gendre d'Arvalis et puis Catherine Rousset de l'UMR TSCF de Clermont-Ferrand, on va vous proposer un cours exposé sur la Smart Irrigation. Donc, a été intitulé Les technologies d'information et de communication pour la gestion durable des ressources en eau, mais j'ai rajouté un petit sous-titre plus sympathique qui est une constellation d'outils avec quelques gros trous noirs, pour être un peu plus quand même dans la satellite. Lors d'enquêtes qu'on a pu mener chez des agriculteurs, certains nous ont dit je commence mon irrigation lorsque la terre des taupes devient sèche. Et donc, est-ce que l'idée justement de cette Smart Irrigation ne serait pas de faire le lien entre ce superbe satellite Sentinel-2 en observation des monticules de taupes et qui permettrait, via une alerte smartphone, aux agriculteurs de leur dire il est temps de commencer à irriguer, la terre des taupes est sèche. Alors, c'est un peu plus complexe que ça et on va le voir. Donc, la décision d'irrigation est quand même une décision assez complexe et mobilise différents indicateurs. Donc, les premiers indicateurs concernent la plante. Alors, on connaît déjà assez bien les besoins en eau des cultures depuis des années qu'on a fait des bilans hydriques sur les cultures, des avopods, transpiration réelle actuelle, etc., des disimètres. Par contre, les outils pour connaître exactement et bien déterminer le niveau de contrainte hydrique de la plante sont moins fréquents. Alors, il y a eu toute une période avec des mesures en thermométrie infrarouge afin de déterminer le stress hydrique. Mais ces travaux ont arrêté, sont tombés un petit peu en désuétude ces dernières années, alors peut-être lié à la complexité de la mise en œuvre. Mais maintenant, avec la possibilité de drones et de capteurs infrarouges, avec la possibilité de capteurs embarqués éventuellement même sur les tracteurs ou sur les équipements d'irrigation, il serait possible de remettre au goût du jour ce type d'informations pour déterminer le moment opportun et la teneur et le stress hydrique des plantes. J'ai dit précédemment que les stades de culture en lien avec le stress hydrique étaient bien connus, mais c'est connu globalement au niveau des espèces et on a bien vu avec ce que nous a présenté lors de la première session les différents orateurs, il y a des éléments variétaux. Et donc, la mobilisation des outils tels que la phénomobile développée par Arvalis et INRAE doivent permettre, si on trouve les bons indicateurs phénotypiques de comportement au stress hydrique, de donner des informations spécialisées pour les différentes variétés et ces différentes informations rajoutées aux différents catalogues de certification des semences menés par le GVS et d'autres, afin de pouvoir fournir des indicateurs sur la tolérance au stress hydrique et sur le comportement à l'irrigation des cultures. Le second ensemble d'indicateurs pour l'irrigation, c'est bien sûr le sol. Alors, le sol, comme on le sait tous, c'est un univers hétérogène magistral. Alors, l'indicateur le plus classique, c'est la tentiométrie. Voilà, donc on a un tensiomètre avec différents types de tensiomètres, avec des possibilités d'aller jusqu'à des stress hydriques du sol. Enfin, c'est pas des stress hydriques, mais des teneurs en eau du sol plus ou moins fortes. Il y a de forts développements là-dessus qui sont faits et il y a notamment avec donc les collègues de TSCF tout un travail sur le tensiomètre intelligent, c'est-à-dire que ce petit bout en haut là qui est en haut de mon capteur, il peut comporter maintenant des puces et des micro-puces et tout un système d'analyse de la donnée avec le transfert d'informations pour de l'asservissement d'équipements. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont menés là-dessus, mais comme on le sait, et comme je l'ai dit juste précédemment, l'hétérogénéité du sol est telle importante qu'il faudrait beaucoup de capteurs avec des capteurs qui correspondent entre eux, qui discutent entre eux, afin de fournir l'état du sol par rapport à la question de l'irrigation et en lien, bien sûr, avec le type de cultures qui sont mis par-dessus. Alors, pour décider de l'irrigation, bien sûr, la teneur en eau du sol est importante, celle de la plante aussi, l'espace hydrique, mais il y a quand même la capacité en eau du sol, ce qu'on appelle la réserve utile, qui est quelque chose c'est un concept qui est utilisé depuis de très, très nombreuses années, mais cependant, il y a encore des travaux de recherche qui sont menés sur cette réserve hydrique du sol. Et donc ça c'est une carte qui provient du GIS-Sol dans le cadre d'un projet ANR qui s'est terminé juste l'an passé. Donc on voit, on est encore vraiment dans l'actualité de la recherche
Et cette réserve utile peut être obtenue soit par des fonctions de pédotransfert, c'est-à-dire que, eh bien, on mobilise les caractéristiques du sol pour en obtenir la réserve utile, soit par inversion de modèle, c'est-à-dire que ben, on a vu des jolies cartes de rendement dans les précédents exposés également. En utilisant un modèle de culture, on peut essayer de trouver quelle est la caractéristique du sol réserve utile en fonction de la biomasse obtenue. Voilà. Et là, il y a tout un tas de travaux qui sont menés à INRAE pour faire ça en lien avec ben, les big data, le deep learning, la modélisation et d'autres choses comme ça. Le troisième élément à prendre en compte par rapport à cette décision d'irrigation, bah, c'est l'équipement. Parce que l'équipement, il n'est pas homogène. Quand on irrigue une parcelle, c'est très hétérogène. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc, il y a eu pas mal de travaux qui avaient été menés dans les années 80-90 sur le développement de cartes d'équipement, sur la possibilité de mieux organiser son équipement en fonction du vent, la structure des buses, le type de matériel. Hein. C'est notamment l'outil numérique IRIPARC qui avait été développé par le CEMAGREF, l'ancien CEMAGREF qui est maintenant IRSTEA, en lien avec l'UMR Géo et l'UMR d'Aix-en-Provence. Et maintenant, il y a tout un tas de travaux qui se mettent en place sur l'irrigation dite variable. C'est-à-dire que pour irriguer, donc les grands types d'équipements, c'est le pivot, donc c'est une rampe qui tourne, et puis c'est l'enrouleur, donc c'est un canon qui avance avec une grosse bobine. Et on peut, comme la dose, finalement, c'est la fonction d'un débit fois une vitesse, à peu de choses près, eh bien, on peut moduler le débit, on peut moduler la vitesse, et ainsi on peut moduler la dose en fonction des besoins qui sont liés au sol, à la plante. Ensuite, un autre point important dans cette décision d'irrigation, c'est l'état de la ressource. Et là, finalement, sur l'état de la ressource, on a très très peu d'informations liées avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Globalement, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une alerte, qu'on est en alerte rouge, que le réservoir est vide ou est quasiment vide, qu'on met en priorité plutôt l'eau publique, etc., etc. Mais on n'a pas de gros travaux sur une évaluation de l'état de la ressource en prévisionnel. On l'a plutôt en temps réel, ce qui peut poser question sur l'irrigation. Il pose aussi la question de la météo, voilà, on y vient. Eh ben, tu es trop fort, toi, voilà. Alors, bien sûr, arrive la météo. Alors, le citadin dit il pleut, ben, on arrête d'irriguer. Eh ben, non, ça marche pas tout à fait comme ça. Donc, il y a la question de cette prévision météo à plusieurs jours. La pluie tombe toujours chez le voisin. Ça, c'est quand même un adage populaire agricole. Et donc, même une bonne prévision avec la teneur, la quantité d'eau qui peut être apportée est une vraie question et qui est assez compliquée. Et il y a très peu d'outils qui mobilisent cette prévision dans leur système. On a fait des études sur l'anticipation, c'est-à-dire, bah, finalement, si vous savez qu'il va pleuvoir, est-ce que vous allez arrêter d'irriguer? Beaucoup d'agriculteurs nous disent: «Bah, non, pas tout de suite, il faut vraiment qu'il tombe des trompes d'eau». Parce que la mise en place de l'irrigation demande un coût humain très important et arrêter une irrigation qui est en cours, c'est déstructurer l'ensemble de la stratégie de l'agriculteur, non seulement sur son irrigation, mais également sur ses autres chantiers au niveau de l'exploitation. Justement, la stratégie, Alors, voilà, l'agriculteur, il a aussi son rôle, son mot à dire, hein, il y avait du sol, il y avait de la plante, il y avait de l'équipement, il y avait de la météo, tout ça, oui, mais notre agriculteur, lui, il a à apporter, il a une stratégie, c'est-à-dire, il va dire: «Moi, je veux irriguer, mais j'ai pas envie d'irriguer à 100. C'est pas la peine finalement, c'est 100 de l'ETP, des besoins en eau de la culture parce que ces derniers millimètres, ils m'apportent pas grand-chose maintenant». Ou alors, j'ai besoin de prendre des vacances, donc de toute manière, je ne vais pas irriguer comme il faudrait peut-être, mais je vais pouvoir avoir une vie sociale à côté. Et cet ensemble d'informations, globalement, on les a pas beaucoup dans les outils. Et la grosse question, c'est maintenant le développement de ces outils d'aide à la décision. Alors, des outils d'aide à la décision pour l'irrigation, il en existe. Vous mettez ça sur internet, vous allez trouver un certain nombre de feuilles de calcul plus ou moins sophistiquées, plus ou moins liées avec des bases de données cohérentes.
mais on n'est pas obligatoirement encore vraiment dans cet outil bien intégré qui permet de prendre en compte et la plante et le sol et l'hétérogénéité et l'état des ressources et la prévision météo et bien sûr et la stratégie de l'agriculteur dans sa volonté d'irriguer d'une certaine façon en fonction de ses contraintes économiques, sociales et ses visions environnementales. Alors, heu, Véronique nous a parlé tout à l'heure d'Occitanum. Et bah, je suis également, co-coordinateur d'Occitanum et Occitanum a vraiment cette visée de pouvoir mobiliser des acteurs high-tech, donc de la transition numérique, pour aider à cette transition agroécologique, des systèmes et dans cette, vision, la notion de la ressource en eau, de l'utilisation raisonnée de la ressource en eau, l'irrigation est nécessaire pour beaucoup de cultures, mais pouvoir la raisonner mieux via les outils d'addition qui permettent d'intégrer l'ensemble des questions posées dans cet exposé-là est une vraie question qui demande pour nous beaucoup d'aide, de développement et donc du soutien industriel pour avancer. Alors justement, la liste au Père Noël, hein, on approche de Noël. Alors, j'avoue que j'ai pas tout compris de ce que je mets dans le diaporama là, parce que le 1er c'est des collègues, de Clermont qui ont écrit ça. Alors si vous comprenez ce que ça veut dire, très bien, mais Catherine qui est présente pourra le traduire pour nous. C'est, plateforme Web of Things, compatible avec les standards, alors j'ai mon truc qui cache tout, ouais, de W3C pour la mise en œuvre d'une expérimentation d'irrigation automatique à montagne. Donc là, on est sur le transfert des informations de capteurs intelligents pour pouvoir travailler à la stratégie d'irrigation. Ensuite, on a des bases de données sur l'irrigation qui sont très importantes, qui font le lien entre la plante, l'irrigation, la biomasse, les grains, enfin, etc., etc. Et il y a certainement de quoi creuser dans l'analyse de ces bases de données une fois qu'on les a bien sûr obtenues, nettoyées, etc., etc., pour aller plus loin dans la vision d'une irrigation opérationnelle pour l'agriculteur. L'automatisation de l'irrigation, j'en ai un petit peu parlé, c'est justement pouvoir asservir ces équipements, pouvoir prendre en compte les hétérogénéités parcellaires. Personne n'interdit d'avoir des capteurs de sol en lien avec des capteurs infrarouges positionnés sur leur rampe d'irrigation et qui modulent. Mais simplement, il faut bien comprendre que pour irriguer une parcelle, on ne fait pas ça en un jour. On fait ça entre 3 et 10 jours en fonction de l'équipement d'irrigation. Et comment, lorsqu'on est au milieu d'une parcelle, on va prendre en compte ce qui va se passer dans 3 jours et ce qui s'est passé déjà dans 3 jours. Donc, c'est assez complexe. Et puis, après, on a parlé, j'en ai déjà parlé, c'est ces nouveaux capteurs intelligents qui peuvent être à différents niveaux. Alors là, j'ai parlé des grandes cultures, hein. On sait déjà qu'il y a des capteurs intelligents, sur l'arboriculture ou sur d'autres systèmes. Mais là, on est vraiment sur, ces grandes cultures dont l'irrigation est un coût important. Et donc, pouvoir, diminuer les coûts par l'utilisation de capteurs indépendants qui aident, c'est pas eux qui vont décider obligatoirement de décider, mais qui vont aider à cette décision-là, est quelque chose de fondamental. Merci beaucoup, Jacques-Éric.